Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus pour cette journée philosophique. La première du nom, sera-ce la dernière ou la première d'une longue liste? L'histoire nous le dira. Plan de la journée, comme vous le savez, une première présentation, j'en parle juste après, c'est la mienne. Vers 10h30, vous aurez l'occasion d'écouter Frédéric Malbos ici, qui va vous présenter son modèle du planétarium. À midi, on aura une courte pause pour manger. J'espère que vous avez pu prendre un pique-nique. On a 2-3 trucs que l'on peut partager. Ensuite, on fera les visites avec Monsieur Motet, qui est archéologue de la ville. On a la possibilité de faire 2 visites, soit de monter au pénitencier, à l'ancien pénitencier, pour voir la salle des stèles concernant les mégalithes. Et comme j'étais ambitieux, on s'est dit on va vite pousser jusqu'au Petit Chasseur. Et il y a 2 sites où il reste des mégalithes ici pour visiter et apprendre des choses. Après, on en rediscutera après la présentation de Fred. Parce que si on n'arrive pas à tout faire, qu'est-ce qu'on choisit en premier pour faire en sorte que cette journée soit agréable? Et si jamais c'est un cycle de conférences, on aura l'occasion de refaire des visites une autre fois. On sera de retour ici vers 15h30 pour la présentation de Quentin Leplat qui va vous parler du choix du site de Gizeh. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? En raison de multiples facteurs qu'il aura l'occasion de présenter. Après sa présentation, aux alentours de 17h, si tout va bien, on fera une petite table ronde avec un temps pour les questions et qu'on puisse partager nos réflexions ensemble. Voilà un petit peu pour le programme de la journée et je vous propose de rentrer directement dans l'exposé. L'archéologie interdite entre éveil et conspirationnisme. Comment en suis-je arrivé à me poser cette question? C'est parce qu'un éditeur me l'a posée. Comment dire? J'aurais dû commencer comme ça. Je m'appelle Jean-Pascal, je suis psychiatre et c'est pour cette raison que je suis ici devant vous. Est-ce que cette raison est pertinente ou pas? C'est une question à laquelle je vous renverrai vu qu'on va discuter un petit peu d'esprit critique. Mais l'histoire a fait que en 2015-2016, je suis tombé sur un film qui s'appelle La Révélation des Pyramides et qui m'a passablement interpellé. Je me suis fait cette réflexion étrange qui consistait à me demander mais si ils ont raison sur le quart de la moitié des théories qu'ils présentent, ils méritent un prix. Tellement les hypothèses suggérées dans ce film étaient originales pour quelqu'un qui ne connaissait pas le sujet. C'est ainsi que j'ai été confronté à ce que d'aucuns appellent l'archéologie interdite. Il se fait que, là je reviens un petit peu dans mon passé, je suis un fan d'histoire, d'archéologie, de mythologie depuis l'enfance, grâce à l'influence familiale. Un papa qui a beaucoup de culture, un grand-père qui a beaucoup de culture. Je viens aussi d'un milieu où la scolarité est assez valorisée, donc je suis plutôt un conventionnel au départ de l'histoire, parce que y a tellement de choses à apprendre dans la vie que jusqu'à ce que je vois la révélation des pyramides, j'ai toujours considéré que je vais pas perdre du temps à lire des conneries, donc je lis que des bouquins entre guillemets officiels, je ne regarde que des émissions sur Arte, des choses comme ça. En 2015, je tombe sur la révélation des pyramides. Là, je prends conscience, j'avais déjà été confronté à l'archéologie interdite dans le film de Graham Hancock, c'était plus un film documentaire, qui avait été réalisé sur les travaux qu'ils avaient fait avec Beauval, la pyramide de Gizeh qui représenterait la représentation terrestre des étoiles d'Orion sur le sol. Dans ce documentaire-là, si ça vous parle, il y a aussi l'hypothèse où le sphinx serait en fait une statue de lion qui aurait été retaillée parce qu'elle était abîmée par le temps qui passe. Deux théories qui ne font absolument pas partie du consensus archéologique habituel. À l'époque, j'étais en pleine session d'examen de médecine. J'ai fait une pause de 5 minutes, je suis tombé sur ce reportage-là, puis finalement, j'ai tout regardé. Mais j'étais passé complètement à côté du fait que c'était pas de l'archéologie officielle. J'avais raté le début du reportage, je suis rentré dans la trame narrative. J'en ai gardé le fait que dès qu'il y avait une émission d'égyptologie, je l'attendais avec impatience. Et puis, elle me semblait fade, parce qu'on ne retombait sur aucune, évidemment, des théories qui étaient soulevées dans le film de Beauval et Hancock.
et j'avais pas compris que c'était pas de l'archéologie officielle. 2015, on tombe sur la révélation des pyramides, je me dis, ouais, voilà, soit il y a un problème, il faut le dénoncer, soit ils ont raison, et c'est passionnant, vaut mieux savoir. Ce qui fait que je me suis dit, bon, je vais m'intéresser un petit peu plus à ça. Et comme je suis plus un homme relationnel que quelqu'un qui va aller sur Internet ou participer à des groupes d'échange, etc., je me dis, ces gars, il faut que je les rencontre pour me faire mon propre avis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à organiser les tournées de conférences pour Patrice Pouillard, qui est le réalisateur de La Révélation des Pyramides, et qui a abouti à la réalisation du film BAM, Bâtisseur de l'Ancien Monde, que vous avez peut-être vu. Les deux films passent régulièrement sur RMC Découverte, et il y a moyen de les retrouver sur Internet. Dans le cadre de l'organisation de ces conférences, il y avait toute une tournée, donc des organisateurs dans tous les lieux de la tournée. Les organisateurs ont été rassemblés un jour pour qu'on se rencontre, et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Frédéric, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. La révélation des pyramides, on pourrait en parler pendant des heures. Disons que c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Ça doit être le film au monde de ceux que je connaisse qui laisse le moins indifférent, que ce soit par le rejet qu'il suscite ou que ce soit par l'adhésion ou la curiosité, etc. Il y a eu un gros phénomène sociologique et il y a plein de personnes qui ont essayé de développer les questions soulevées dans ce film. Et parmi ces personnes, il y a Quentin qui a développé pas mal les notions de métrologie et d'autres choses qu'il aura l'occasion de présenter un petit peu plus tard. Donc j'organise les conférences comme Frédéric. Le gars qui organise la tournée en tant que je suis psychiatre en parle à une autre personne, un ancien archéologue, Laurent Villavert, qui venait de créer une maison d'édition, la Maison du Battleur. Et c'est comme ça que j'ai été branché, parce que j'étais psychiatre, sur cet éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre dont le thème serait l'archéologie interdite entre éveil et conspirationnisme. C'était un beau défi que j'ai accepté de relever. C'est dans le décours de ce travail que l'on m'a demandé, que j'ai eu mon premier contact avec Quentin, que j'avais interviewé pour préparer ce livre. L'histoire a fait que la maison d'édition a fait faillite quelques mois après et que ce projet est resté sans suite jusqu'à aujourd'hui. Pouvoir un petit peu profiter du travail de réflexion qui avait été fait et pour pouvoir rester dans un milieu qui est assez passionnant, m'est venue l'idée d'organiser ces journées philosophique, psy parce que je suis psychiatre, losophique parce que philosophique, la recherche de la vérité, la réflexion sur le passé, d'où vient une des questions essentielles de l'homme, qui est abordée et qui suscite énormément d'intérêt. D'où le fait qu'il y ait des archéologues officiels qui nous présentent leur compréhension du monde et le fait qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent au sujet, en développant leur propre théorie d'une pertinence qui peut être très variable. Mais comme j'espère vous le montrer, il y a beaucoup de questions irrésolues. Le disque de Sabou, parmi les mystères relevés dans le film La Révélation des Pyramides, j'en ai mis une photo là parce que Frédéric, le premier effort pour la cause, on va dire qu'il a fait, était une reproduction 3D pour... lors des conférences, qu'on puisse réfléchir sur mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc c'est un objet qui a été retrouvé dans la tombe d'un prince de l'ancienne dynastie et c'est du schiste, c'est très fragile. Comment est-on parvenu à faire une forme aussi complexe dans une pierre aussi fragile? C'est un des mystères qui est soulevé lorsque l'on creuse un petit peu. J'en ai profité pour vous mettre en haut à droite la page l'apprentissage, donc c'est la chaîne YouTube où vous pourrez voir le travail de Frédéric qui est en photo avec moi juste en dessous. Alors, Quentin, j'ai eu l'idée de faire venir Quentin ici grâce à une de ses dernières conférences
elles sont toutes intéressantes, mais qui avaient l'avantage de pouvoir être une introduction pour n'importe qui n'y connaît rien, mythologie en particulier, vu qu'il s'agissait de calculer physiquement les efforts que demandait le déplacement des pierres, etc., pour voir combien de temps ça pouvait prendre, combien de ressources cela devait solliciter. On va définir un petit peu l'archéologie interdite. Disons, il y a tellement de sujets soulevés. Je vais y revenir un petit peu plus tard, après. Donc vous avez le site de Quentin en haut à droite et en dessous l'affiche de BAM, deuxième film de Patrice, faisant suite à la révélation des pyramides. BAM est un documentaire qui se veut le plus scientifique et le plus terre-à-terre possible. La révélation des pyramides était un film dont le but était, comme tous les films, de susciter des émotions. Voici Patrice, qui était intervenu à la conférence de Quentin dont je vous parlais, pour présenter son travail sur le prochain film, Barabar, qui va sortir début d'année prochaine, normalement, qui analyse les caves de Barabar en Inde, qui sont, comme sur le scanner 3D que vous avez en face de vous, de forme très particulière et d'une précision incompréhensible. On y va. Kawe. Alors, Kawe, c'est une veste en plastique que l'on porte dans le Nord. Bon, quel humour, c'est pas... Kawe, avertissement, attention, comme dans Kawe Kanem, d'où la photo de Bilbo qui nous accompagne ici. Comme toute bonne histoire, un avertissement au début pour la sensibilité des personnes présentes dans la salle. Je ne pense pas que vous risquez de faire une crise d'épilepsie. Mais pourquoi un avertissement? Parce que Beati Popere, sin spirito, ou ça doit être spiritu, j'ai dû me tromper. Heureux les simples d'esprit, que je vous propose de traduire plutôt par heureux les enfants. Vous connaissez la suite, parce que le royaume des cieux leur appartient. Pourquoi? Quand vous êtes un enfant, vos parents vous disent, si vous êtes sage, après la mort, vous irez au paradis. Donc ça fait quand même un gros souci en moins à gérer. Seulement, on ne reste pas des enfants, et puis un jour, on se rend compte que le paradis existe peut-être qu'il n'existe pas. Donc on perd ce côté béati, heureux, parce qu'on doit vivre avec l'angoisse de l'incertitude. Et quand on parle d'esprit critique, peut-être allons-nous prendre conscience de certaines de nos croyances que l'on n'eût pas qualifiées avant comme telles. Donc il va falloir rentrer dans le monde de l'hypothétique. Il était une fois, je préfère la formule, alors si je me rappelle bien ce que je crois avoir compris. Voici une citation d'Henri Poincaré que j'ai pris comme point de départ. C'est une citation que Patrice utilisait dans ses conférences. Douter de tout ou ne rien croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre dispensent de réfléchir. Effectivement, si on rejette toutes les hypothèses en croyant tout savoir, on n'apprend pas et on risque de rester dans un mode de croyance. Et d'un autre côté, si dès que quelqu'un donne un avis différent, on se rue dessus, on est dans la croyance, on ne développe aucune certitude de l'ordre du savoir. Alors, l'idée un petit peu de cet exposé est comment est-ce que l'on peut développer une pensée simple pour avoir un esprit critique à l'heure d'Internet où on est dans l'émotionnel ou dans la surcharge d'informations. J'ai pris le parti de ne pas aller chercher dans les encyclopédies, de ne pas vous faire un résumé de ce que l'on trouve dans la littérature, mais d'essayer de présenter des concepts tels que je les comprenais, en voyant dans un deuxième temps que, évidemment, tous ces concepts existent avec des nuances certainement différentes. On va discuter de connaissances, de savoir, de croyances, mais avant ça, je voulais vous introduire quelque chose que j'ai appelé le syndrome conceptuel, ou comment nommer l'indéfinissable. J'ai pris conscience lors d'une formation de thérapie de couple, je discutais avec une psychologue qui forcément travaille dans les thérapies de couple, mais elle ne fait que ça. Ce n'est qu'une corde à mon arc. Et baignant dans cet univers, elle en est arrivée à la conclusion que le mot couple était indéfinissable. Par exemple, c'est quoi un couple ? C'est deux personnes qui s'aiment. J'aime ma fille, on n'est pas en couple. C'est deux personnes qui dorment ensemble. J'ai dormi avec Fred et on n'est pas en couple. Ça te fait pas mal, hein, si je...
Vous avez compris la logique, à chaque fois on vit sous le même toit, on n'est pas nécessairement en couple, je vis sous le même toit que le chien par exemple, vous allez me dire c'est pas une personne, mais vous avez compris l'idée, etc. Je vais pas faire trop long, sinon ça va bouffer du temps pour rien, mais cette psychologue en était arrivée à la conclusion que finalement la définition d'un couple, c'est deux personnes qui se définissent comme telles. Ce qui revient à dire, on définit un mot par lui-même, ce qui n'est pas une définition. Donc, comment développer ce concept d'indéfinissable? Je vais pas le détailler, mais le mot psychothérapie, c'est pareil. C'est quoi la psychothérapie? C'est quand on soulage par la parole, votre barman, votre coiffeur, votre grand-mère correspondent à cette définition-là. Et puis, plus on va rajouter des caractéristiques, plus on risque d'exclure de la définition des gens qui pourraient y être associés, etc., etc. Pareil, émotion indéfinissable. Civilisation, c'est pas que ce soit indéfinissable, c'est qu'on doit faire un choix. Un archéologue vous dira, on peut, par exemple, considérer que la civilisation apparaît quand on retrouve des rites mortels, quand on retrouve des poteries, quand on retrouve une sédentarisation. On va faire le choix de considérer que la civilisation va commencer à partir de tel modèle. Il y a une anthropologue qui a une très belle définition de la civilisation. Elle dit, mais c'est quand on a retrouvé un fémur ressoudé. On se casse un fémur, ça se soigne tout seul, mais c'est quelqu'un qui est immobilisé pendant des mois. Donc il a fallu que tout le clan s'occupe de cette personne pour qu'il survive à des temps préhistoriques anciens. Donc cet anthropologue dont j'ai pas retrouvé le nom définit la civilisation comme ça. Moi, je vous propose une définition personnelle, juste pour montrer qu'il peut y en avoir de multiples. Je considère la civilisation humaine, donc reprenant tout, pas Homo sapiens, mais tous les homos, comme étant l'accumulation de connaissances. À partir du moment où on garde une connaissance, la civilisation se crée. Évidemment, on pourrait qualifier de plein d'autres civilisations sur des points de vue géographiques, temporels, etc. Pareil, la connaissance de la roue. Vous avez tous entendu, ah oui, non, mais ce peuple-là, je crois qu'il ne connaissait pas la roue. Mais c'est quoi connaître la roue? Quand je fais rouler un arbre, est-ce que je connais déjà la roue? Ou est-ce que ça implique qu'il faut déjà couper le tronc en rondelles et faire un chariot? Si je fais de la poterie en faisant tourner quelque chose, est-ce que je connais déjà la roue? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le chariot ou pas? Est-ce que connaître la roue, ça implique de connaître pi? Vous voyez, selon les critères qu'on donne, qu'est-ce que c'est connaître la roue? Pourtant, c'est un argument qu'on pourrait tous utiliser pour définir une civilisation. Mais entre faire rouler des arbres et pi, il y a combien de millénaires? Donc une civilisation qui connaît la roue, c'est où sur cet espace de temps assez long? Alors, syndrome conceptuel, un autre mot que je trouve indéfinissable, c'est pour ça que je vous parlais de ça, pour introduire ce concept de pyramide que je vous propose un petit peu comme fil conducteur de cette journée. J'ai pris deux définitions de pyramide. La pyramide est une construction de forme pyramidale. Ok, c'est une construction. Quoi, la forme pyramidale? C'est un polygone s'élevant symétriquement vers un sommet. C'est clair, c'est précis, ça correspond effectivement à toutes sortes de pyramides. J'en ai pris des mésoaméricaines pour l'exemple. En haut à droite, vous voyez un des mystères, une des curiosités qui accompagnent les pyramides. Ici, il y a un jeu de lumière qui fait qu'on a l'impression que le soleil s'abaissant, il y a un jeu d'ombre et vous voyez le serpent qui se dessine et qui, paraît-il, donne l'impression de se mouvoir avec le déplacement des rayons lumineux. Pour commencer un petit peu la polémique, voici ici en dessous une ziggourate sumérienne qui peut correspondre aux deux définitions de pyramides que j'ai données juste avant. Il y en a qui vont pas considérer ça comme des pyramides, d'autres si en disant ça monte vers une pointe, pas un pyramidion mais un temple au-dessus, ok, mais ça correspond à cette définition. Puis pour vous dire à quel point le sujet peut être riche, à tort ou à raison, certaines personnes pensent que ziggourate a donné Saqqara, où on retrouve la pyramide à degrés de Djoser, qui est la première grande pyramide égyptienne connue. Voici des pyramides. Dites-moi si ça correspond aux définitions que je vous ai données avant. La pyramide des besoins, ce n'est pas une construction, même si c'est symétrique. C'est même en deux dimensions.
J'attire votre attention sur le point 3, le besoin d'appartenance. C'est une notion qui reviendra au long de l'exposé. Un petit cocorico régional, les pyramides de Zeng, qui sont un phénomène naturel d'érosion des pierres, qui donne quelque chose de très beau à voir et de très curieux. Polygone s'élevant vers un centre, pyramide de Silbury et les rondes. Vous allez me dire, un cercle est un polygone à l'ensemble infini de côtés, mais selon Wikipédia, c'est fini, donc ça ne peut pas être un cercle, donc les pyramides ne peuvent pas être rondes. Pourtant, il y a des êtres humains qui appellent Silbury Hill une pyramide, les processus géologiques de Zeng des pyramides, ou certains concepts des pyramides. Alors il y a deux manières de faire. Soit on se dit, c'est pas des pyramides, ça répond pas à la question, et j'exclus un nombre de choses appelées pyramides par d'autres humains à un autre moment, à un autre temps, pour que ma définition soit bonne. Soit je me dis, les êtres humains ne sont pas des imbéciles, et si on a appelé ceci des pyramides, il doit y avoir une raison. D'où mon idée de syndrome conceptuel. Syndrome, parce que comme dans le syndrome dépressif, c'est quoi un syndrome? C'est un ensemble de symptômes qui vont donner un tableau clinique, certains problèmes, sans qu'on arrive à en identifier la maladie. Ou, dans le cas du syndrome dépressif, il y a 50 symptômes possibles. On a défini qu'il fallait 15 symptômes pour poser le diagnostic. Et si vous prenez 100 dépressifs, ils auront tous au moins 15 symptômes parmi les 50 possibles, mais personne n'aura les mêmes. Bon, il y a un tronc commun, il y a des symptômes plus importants, bien sûr, mais il ne faut pas avoir les mêmes critères d'une personne à l'autre pour avoir le même diagnostic ou le même problème. Donc syndrome. Conceptuel, parce que il y a des mots indéfinissables, où il y a un imaginaire commun. Et comme pour les syndromes dépressifs, on va tous attacher à ce mot pyramide, construction, symétrie, élévation, hiérarchie, tout un imaginaire qui va faire que ceci va être associé dans votre esprit à une pyramide, alors qu'on n'a pas vraiment la possibilité de définir exactement ce que c'est. On parle d'archéologie interdite, mais qu'est-ce que c'est? L'archéologie interdite porte d'autres noms. Ça peut être l'archéologie romantique, fantaisiste, alternative, la pseudo-archéologie. Ça concerne des dizaines d'idées, de contradictions, de théories, etc. L'archéologie interdite est, pour moi, l'ensemble, l'amalgame, de toutes les théories ou contradictions qui questionnent le consensus archéologique. Le problème, c'est que, questionner le consensus archéologique, vous allez être associé à l'archéologie interdite. Donc, si, par exemple, je prends cet exemple-là à dessein, c'est un peu une des positions ou une des grandes questions que Quentin, Frédéric et moi défendons. Nous ne pensons pas qu'il soit possible de construire la grande pyramide de Gizeh sur le temps de règne d'un pharaon, en l'occurrence Khéops. Ce qui va s'opposer au consensus égyptologique qui dit un pharaon, il arrive au pouvoir, il construit son tombeau, c'est terminé avant la fin de son truc, donc ça va assez vite, donc c'est un tombeau. Si ça ne peut pas avoir été construit sur le règne d'un truc, qu'est-ce que c'est? Ça peut quand même être un tombeau, hein. Peut-être que Khéops a commencé le chantier, il n'en a pas vu la fin. Peut-être l'a-t-il terminé. Peut-être est-il le pharaon qui a fait le plus gros sur le chantier, mais qui n'a vu ni le début ni la fin. Ça n'empêche pas que son corps ait été transféré dans la pyramide dans un deuxième temps après sa mort, une fois que le truc... voilà, ça ne veut pas dire que c'est les extraterrestres qui ont fait la grande pyramide. Mais voilà, un exemple de théorie ou de questionnement qui sort du consensus archéologique et qui va être mis dans la catégorie de l'archéologie interdite, alors que ça nous semble légitime. Sinon, on ne se poserait pas des questions, on ne vous proposerait pas de partager nos réflexions, nos découvertes, s'il y a des découvertes. Mais le problème, à cause de cet amalgame, c'est qu'on va être mis sur le même pied que toutes les théories extraterrestres, par exemple. D'où cette petite illustration que je trouve marrante. Rentrons dans le vif du sujet. On a parlé de Poincaré tout à l'heure, douter de tout ou ne douter de rien, ça dispense de réfléchir. Donc il va falloir définir le concept de savoir
et de croire. Savoir et croire, c'est la même chose. En tout cas, ça concerne la même chose, ça concerne la certitude. Quand je sais, j'ai une certitude. 1 plus 1 égale 2, c'est une certitude, c'est un savoir. Je crois que tout le monde est d'accord. Je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu, c'est indémontrable. Donc, une croyance, c'est donner une certitude à quelque chose d'invérifiable, consciemment ou pas. Si je ne me pose pas la question de savoir si ça existe, c'est une croyance inconsciente. Par exemple, mes parents me disent que le Père Noël existe et il faut tout un moment avant que je remette cela en question pour me rendre compte que ça doit être une bêtise. Donc il y a des croyances inconscientes. Par contre, oui, je reviens, Dieu existe-t-il ou pas? Je crois qu'il existe, je suis croyant. Je crois qu'il n'existe pas, mais ça reste tout aussi indémontrable. L'athéisme est une croyance, qui peut être, comme toutes les croyances, inconsciente ou consciente. La plupart des athées ne sont pas conscients que c'est une croyance, mais il y en a qui défendent tout à fait cette position. C'est le cas d'un philosophe d'une soixantaine d'années à Genève, qui fait souvent des interventions à la télé, mais j'ai oublié son nom. Bon, ici, on voit qu'on est confronté à un modèle « je crois, je sais ». Comment savoir si je crois ou je sais? Prenons d'autres exemples. La Terre plate, est-ce que c'est un savoir ou est-ce que c'est un croire? La plupart des gens vont vous dire c'est un croire. Est-ce que c'est vrai? Si vous savez le démontrer, oui, c'est un savoir que de dire mais non, la Terre est ronde. Maintenant, se moquer de quelqu'un qui pense que la Terre est plate alors qu'on ne sait pas lui expliquer pourquoi elle est ronde, ça reste un mantra, ça reste deux croyances qui s'opposent. Et comme c'est la croyance qui est dans l'air du temps, dans la civilisation, je veux dire, à partir du moment où on ne sait pas démontrer que la Terre est ronde, c'est consensuel de défendre que la Terre est ronde. Donc ça donne un sentiment de supériorité. Mais il faut prendre conscience que si on ne sait pas démontrer quelque chose, on est dans la croyance. Pareil, E est égal à MC2. Naturellement, on va tous dire, mais c'est une connaissance, c'est un savoir, c'est une certitude. Vous voyez, mais si on ne sait pas le démontrer, ça reste un mantra qui perdra toute signification le jour où il n'y aura plus personne qui comprenne cette signification-là. Alors pour bien comprendre le malaise social ou relationnel que peuvent induire les croyances ou les connaissances, prenons un sujet comme « L'homme a-t-il marché sur la Lune ?» Connaissance, certitude ou croyance? Là, on voit déjà que le modèle que je vous présente, dichotomique, ça ne fonctionne pas. Neil Armstrong, il sait s'il a marché sur la Lune ou pas. Moi, je n'ai jamais été sur la Lune. Donc moi, en tant qu'individu, pour moi, c'est une croyance. Pour Neil Armstrong, c'est une connaissance. Donc, on voit qu'il manque une étape pour pouvoir être honnête intellectuellement parlant. Quelques considérations sur les certitudes concernant le savoir. Le savoir est un pouvoir. Je ne vais pas développer parce que ça va prendre trop de temps, mais je pense que vous allez vous-même trouver des exemples confirmant cette affirmation. Un savoir est donc démontrable, comme je l'ai expliqué avant. Et un savoir, en général, se revendique de la raison. La croyance. La croyance est le propre de l'homme. Vous avez tous cru au Père Noël. Vous avez tous développé une conviction, je crois en Dieu, j'y crois pas, avant d'y réfléchir et de savoir que c'était une croyance et qu'on devait se positionner. Je développe par exemple, on est ici dans le canton du Valais, dans un canton catholique. On a tous appris que notre Seigneur Jésus-Christ est né d'une vierge. Et seulement, quelques années après, vous apprenez que pour concevoir un bébé, il faut un spermatozoïde, un ovule, etc. Et une vierge, par définition, ne peut pas être enceinte. Vous êtes confronté à une réalité scientifique par rapport à une croyance que l'on vous a apprise. Vous vous rendez compte plus ou moins facilement que c'est une croyance, et puis vous devez choisir, c'est de la connerie, je quitte l'église, ou je fais un acte de foi. Je décide de croire dans une religion, dans l'exemple présent, ou pas. Comme je vous l'ai expliqué avant, même l'athéisme demande un acte de foi. Prendre conscience, c'est une croyance, et de décider de maintenir cette croyance ou pas. La croyance donne un sentiment de supériorité. Oui, vous êtes dans une famille catho, il y a le potaté qui vient. Aussi bienveillant que vous soyez, il y a une part de vous qui va se dire le pauvre gars, il ira jamais au paradis parce qu'il ne respecte pas.
c'est notre ami sur cette terre, mais après il est perdu. Et à contrario, la famille d'athées qui va recevoir le pote catholique vont se dire, bon, il perd quand même du temps dans des superstitions. Il y a un sentiment de supériorité. Pourquoi? Parce que la croyance est une certitude. Une certitude que l'on donne à quelque chose d'invérifiable, mais dès qu'on a une certitude, on est rassuré. Et si on n'avait pas ce sentiment de supériorité, ce serait plus une certitude, donc ce serait inconfortable. La majorité de nos certitudes ne sont pas des savoirs, mais nous l'ignorons. Par exemple, vous étiez persuadé, si vous êtes d'accord avec mon exemple, de savoir que l'homme a été sur la Lune, mais non, on ne sait pas. On a de très fortes raisons de le penser, mais une hypothèse aussi pertinente et évidente soit-elle, reste une hypothèse. Et si c'est une hypothèse, toutes les hypothèses sont permises, donc on peut tout imaginer, donc on peut rêver. La majorité de nos certitudes, ça j'ai dit, une croyance s'impose par elle-même, oui. L'homme a besoin de certitude, ou en tout cas de s'en créer, parce que finalement la seule certitude que nous ayons, c'est que nous allons mourir. Et si bien que quand on vit en plus dans un univers, une société extrêmement complexe, donc on a tendance à se persuader qu'on comprend plus facilement qu'en réel. Ça, je reviendrai sur ce concept un petit peu après. C'est une histoire de sandales. Une croyance va s'imposer pour répondre aux questions qui restent dans le flou sans qu'on s'en rende compte nécessairement. On peut choisir sa croyance, oui bien sûr, vous êtes catholique, vous pouvez devenir athée, vous pouvez devenir musulman, etc. Quand une croyance n'est plus inconsciente, cela demande un acte de foi, ce que je vous exprimais avant. Et la croyance permet de faire société, tout à fait. Vous êtes persuadé qu'un chat noir croisé la nuit va vous porter énormément de malheur. Un jour, vous croisez un chat noir la nuit, le lendemain, vous allez en parler à tout le monde. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous allez être confronté à 3 types de réactions. Ceux qui vont se foutre de votre gueule, ceux qui vont faire comme s'ils n'avaient pas entendu, ils vont continuer leur vie de manière bienveillante, hein, on va dire neutre, suisse. Mais on ne va pas renforcer cette superstition, parce que... Et puis, il y a ceux qui vont dire « mais t'as raison, moi aussi », etc. Donc il y aura un renforcement positif de la croyance développée. Donc on va devenir potes ensemble et collectionner les superstitions qui vont permettre de faire société et d'interagir avec les 2 autres groupes, les neutres, avec qui on sera assez neutre, et appelons-les les sceptiques, qui se foutent de nous, donc en fait ils n'ont rien compris, etc. La croyance permet de faire société, en plus divise l'humanité en fonction des groupes de croyances que ça la crée. Toute société, tout groupement humain est relié par une croyance. Je m'explique. Quand des gens se mettent ensemble, c'est qu'ils ont une certaine idéologie, c'est-à-dire on va mettre en avant une valeur qui nous semble supérieure aux autres. Si on voit le réel à travers le prisme de cette valeur, on a un réel qui est fantasmé, qui est idéalisé. Or, si le réel est idéalisé, ce n'est plus réel, donc c'est un délire. Donc toute société d'hommes, tout groupe d'hommes est un ensemble de schizophrènes qui partagent le même délire. Voilà. Donc je consulte du lundi au vendredi... Comment savoir si une certitude est un savoir ou la complexité du monde? Il y a ce très beau, je crois que c'est un conte indien, qui explique que vous prenez quelques aveugles qui ne connaissent pas un éléphant, vous les faites venir dans l'enclos et ils doivent toucher l'éléphant et dire ce qu'ils perçoivent. Alors il y en a un qui va toucher la patte, il va dire « Ah, ben c'est un tronc d'arbre ». Il y en a un autre qui va toucher la trompe, il va dire « C'est un serpent ». Il y en a un qui va toucher l'oreille, « Ah, ben on dirait une voile ». Ils ont tous raison, mais ils ont à la fois tous tort parce qu'ils n'ont pas un recul nécessaire. Le monde est complexe. Exemple, je vous ai dit 1 + 1 = 2, c'est un savoir, c'est une certitude, tout le monde a dit « Oui, c'est vrai ». Pourtant, 1 + 1 = 3. Si, tout à fait. Une protéine est plus que l'ensemble des acides aminés qui la composent. Ah merde, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je le dis autrement. Imaginez la voiture de vos rêves. On vous l'envoie 2 fois chez vous. Une fois, vous avez la voiture, l'autre fois, vous avez la voiture en pièces détachées. Ce que je vous explique, 1 + 1 = 3, il n'y a qu'une des 2 voitures qui roule, celle qui est montée. Parce qu'elle bénéficie d'une information. C'est un paradigme biologique. Si vous prenez 2 informations, il va en sortir une 3e, 1 + 1 = 3.
Donc le monde est plus complexe parce que on voit que la première certitude que je vous ai évoquée, avec laquelle vous étiez tous d'accord, est en fait incomplète, donc fausse, d'une certaine manière, si on reste sur une pensée dichotomique. Corollaire de ce constat, vous serez d'accord avec moi de dire que l'homme est incapable d'inventer quoi que ce soit. Non? Bon, évidemment, j'abuse un peu. Je fais de la rhétorique et je ne vous dis pas que je considère comme inventé le fait de créer ex nihilo dans cette phrase. L'homme est incapable de créer ex nihilo. Évidemment, la connaissance est sommative. Je découvre le feu, je mange de la viande. Un jour, il y a la viande qui crame, je fais le constat que c'est plus facile à manger. J'invente la cuisine. Je connais le feu, je connais la viande. Donc l'homme est incapable d'inventer quoi que ce soit parce que son génie est conceptuel. On sait des choses, on les assemble, ça donne une connaissance. Celle-ci peut être triviale, absurde, inutile, etc. Mais c'est comme ça que se font les choses. Alors c'est marrant, une brique, deux briques, une troisième, on a encore une pyramide, hein, vous avez remarqué, dans la hiérarchie des pensées, le syndrome conceptuel dont je vous parlais avant. Donc au début, il y eut le Verbe, c'est la Genèse, c'est une caractéristique divine de créer à partir de rien. Le génie de l'homme et la conceptualisation. Ah oui, exemple, vu que l'homme est incapable d'inventer quoi que ce soit. Un exemple pour nous ramener un petit peu à l'égyptologie. Au début, ni rien, puis il y eut le Verbe. Avant Dieu, il y a Amon qui avait ce pouvoir en Égypte. Autre exemple, je vous dis, je suis né d'une vierge un 25 décembre, vous allez me répondre, Horus évidemment. Ah oui, Horus. Son père, Osiris, a été coupé en morceaux par son frère Seth. Sa mère, Isis, grande magicienne, a recollé tous les morceaux, sauf un évidemment, le plus important, le phallus. Mais comme elle est magicienne, elle a créé un phallus fantôme, et on a une femme qui est vierge, forcément, il n'y a pas de phallus qui peut la pénétrer, qui va être fécondée par quoi? Un organe fantôme. Un fantôme qui féconde une vierge. Évidemment, ça renvoie à Jésus-Christ. L'homme est incapable de rien inventer, et on va revoir comme ça toute une série d'idées qui, comme des pyramides, vont permettre de remonter le temps pour voir comment les gens pensaient. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, Horus, Jésus-Christ, vous auriez pu dire Gilgamesh, vous auriez pu dire Zoroastre, et il y en a encore d'autres, je n'ai pas retrouvé. Je crois que c'était... Bon, je ne me rappelle plus qui a développé cette idée-là. Robert Charroux, il me semble, qui avait fait toutes ces comparaisons. Robert Charroux n'est absolument pas un archéologue. C'est quelqu'un qui a développé au milieu du XXe siècle un peu le même travail que Patrice à son époque, et qui est contesté évidemment. Corollaire de cette incapacité d'inventer quoi que ce soit, c'est que tout discours est potentiellement intéressant. Parce que c'est pas parce que le pyramidion, la dernière idée, est complètement absurde, mais comme l'homme est incapable d'inventer quoi que ce soit pour arriver à cette idée, il a dû avoir des briques. Briques qui peuvent renvoyer à un savoir ou à quelque chose d'intéressant. Exemple, une théorie du complot un petit peu absurde en rapport avec l'Égypte, c'est Napoléon et son armée ont bâti tous les monuments égyptiens. À un moment, comme ça, il y avait cette idée qui se baladait, ben, c'est normal, hein, qu'est-ce qu'il est parti faire en Égypte avec des milliers de scientifiques qui l'ont accompagné? Bon, évidemment, c'est du fantasme. Nous, on ne sait déjà pas comment, en 30 ans, on a fait juste la Grande Pyramide en n'ayant que ça à faire, comment Napoléon aurait pu bâtir tous les monuments d'Égypte en se battant avec son armée en même temps. Mais par contre, même si cette idée complotiste, parce que forcément, si on vous dit « mais non, c'est pas vrai, c'est qu'on nous ment, etc. », est basée sur quelque chose de vrai. Napoléon était en Égypte avec son armée, et à ma connaissance, c'est un peu le seul général d'armée qui est débarqué quelque part avec une armée de scientifiques pour étudier ce qui se passe. Je veux dire, Poutine n'a pas envoyé ses scientifiques avec l'armée en Ukraine, hein, par exemple. Ah, les archétypes. Puisque l'homme est incapable d'inventer quoi que ce soit, je trouvais que c'était un bon moment pour parler de cette notion d'archétype, à savoir, il y a plusieurs gars qui vous expliquent que toutes les histoires racontent la même chose. Sauf que ils parlent pas de la même chose eux-mêmes.
Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils ont peut-être tous raison. Par exemple, le moulin d'Hamlet, j'ai pris le livre ici, si vous voulez le feuilleter, ou prendre les références après, qui a été écrit au milieu du XXe siècle par Herta von Dechant et Giorgio de Santia. Lui est historien et philosophe des sciences, elle est anthropologue. Leur constatation les a amenés à penser que toutes les histoires, a fortiori les histoires mythologiques, mais remontant jusqu'à la nuit des temps, sont des descriptions de phénomènes astronomiques, les légendes étant des récits astrologiques permettant de retenir les constats astronomiques. Là où ils défraient la chronique, c'est qu'ils estiment qu'un phénomène aussi complexe et aussi lent que la précession des équinoxes, qui dure 25 920 ans, est connu depuis la nuit des temps et se transmet dans tous les mythes, etc. Exemple, à chaque fois que vous avez une histoire où un héritier spolié finit par renverser son oncle avec l'effondrement de la maison ou du château, etc., pour eux, c'est un changement d'ère zodiacal. On passe de l'ère du taureau à l'ère du bélier, par exemple. Deuxième type d'archétype, Joseph Campbell, dont vous avez certainement entendu parler si vous êtes un fan de Star Wars. C'était le prof d'université de George Lucas, merci. Salut Bilbo, Kawe Kanem. Lui, il raconte que tous les récits racontent la même phase initiatique et la transformation du héros jusqu'à ce qu'il se sublime et qu'il revienne dans son monde pour le changer. J'ai bien dit tous les récits. Pas les mythes, pas les légendes. J'ai entendu un journaliste qui racontait ça. Non, dans ce bouquin, milieu XXe siècle aussi, c'est dans des États-Unis, tout le monde avait un analyste. Tout le monde lisait de l'analyse freudienne et lui prend pour la trame narrative des exemples de rêves analysés par des psychanalystes américains, etc. Donc tout récit humain, selon Campbell, lisez le bouquin pour savoir si c'est pertinent, suit le même schéma narratif. René Girard, je ne l'ai pas lu. Je vous renvoie à la chaîne de Bhaskar, Hypnomachie, qui aborde plusieurs sujets communs avec cette conférence. J'ai acheté ses bouquins, donc je compte le lire. Lui vous explique les notions de conflit mimétique et de bouc émissaire pour préserver ce délire commun qui permet aux hommes de faire société dont je vous ai parlé tout à l'heure. T'es un mouton, non t'es un complotiste, non c'est toi qu'un mouton, non c'est toi qu'un complotiste, et puis on va sacrifier l'autre sur l'autel de l'imbécilité qu'on lui attribue, et ça permet de ne pas s'interroger sur nos propres croyances. Ça, c'était donc les trois livres-là, c'est pour des auteurs qu'on va dire conventionnels. Si vous rentrez d'une manière plus large dans ce qu'on peut appeler l'archéologie interdite, voire même l'ésotérisme, vous allez tomber sur des auteurs qui vont vous raconter qu'il y a toute une série de grilles de lecture des textes anciens, comprenant notamment la lecture alchimique. J'espère que nous aurons le temps d'en reparler. Quand il y a une notion de vie éternelle, de transmutation, de transformation, il y a une lecture alchimique à avoir. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je vous renvoie à la question, n'oubliez pas que la croyance est le propre de l'homme. La langue des oiseaux, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de transmission du savoir alchimique. L'alchimie est un art initiatique, mais qui a la particularité d'être auto-initiatique. On s'intéresse au sujet, on va apprendre quelques règles, et puis qui va nous permettre d'avoir cette lecture alchimique de toute une série de textes, de développer ses connaissances, etc. La spécificité de la langue des oiseaux, c'est que c'est des messages homophoniques par rapport à des phrases habituelles. Il y a ce côté un peu magique où c'est censé marcher avec toutes les langues. Je vous donne un exemple en anglais. La mentalité anglaise, la culture anglaise est très marquée par les contes du Graal. Le matin, au petit anglais, la maman va lui dire avec amour « Wake up, réveille-toi. Way, le chemin, cup, le Graal. Wake up, va chercher le Graal. » Le soir, la maman pleine d'amour va dire à son petit anglais « Good night, brave chevalier ». Voilà, exemple de langue des oiseaux, et puis en utilisant cette langue, on devrait pouvoir deviner la manière de réaliser la pierre philosophale qui permet de prolonger la vie et de changer le plomb en or. Il y a trois manières de le faire, la voie rouge, la voie blanche, la voie noire. Est-ce vrai, est-ce pas vrai?
La croyance est le propre de l'homme. Croyez ce que vous voulez. En tout cas, il paraît qu'il y a une lecture alchimique de tous les textes un petit peu sacrés. Pareil pour l'astrologie, la numérologie, etc. Je ne vous dis pas que c'est pertinent, je ne vous dis pas que j'y crois, je vous dis que ça existe. Dichotomie de la pensée, on oppose savoir à croyance. Est-ce un héritage chrétien? On pourrait discourir du bien et du mal. Sachez que la notion de bien et de mal, elle vient déjà du zoroastrisme. Et en plus de ça, le diable, je fais court, mais en gros, on l'a inventé en l'an 1000 ou par là. Avant, l'Église n'avait pas besoin du diable. Il se battait contre le paganisme. Mais toujours est-il qu'il y a un héritage historique qui fait que nous, occidentaux, pensons en bien, en mal, de manière très dichotomique. Dès qu'il y a une raison anatomique qui est trouvée, c'est un problème qui est retiré de la psy pour aller mettre ailleurs, comme la neurologie par exemple. L'épilepsie était une folie jusqu'à ce qu'on découvre que c'était des court-circuits dans le cerveau. Hop, ça devient objectif, on le retire de la psy. Comme si on voulait faire disparaître ce sein de la subjectivité que notre société ne saurait voir. Du coup, quand on se cache la réalité, ben forcément, on voit pas les ornières, on marche dedans. Ça explique peut-être pourquoi nos civilisations occidentales autoproclamées civilisées sont les plus grands consommateurs de psychotropes, médicaments, alcool, drogue comprises, de toute l'histoire connue de l'humanité. On se cache ce sein qu'on ne saurait voir, ben, du coup, il faut se droguer pour oublier que le sein est là. Comment sortir de cette dichotomie? L'incertitude. Je ne sais pas, il n'est pas possible de savoir, d'avoir la certitude, si Neil Armstrong a marché sur la Lune ou pas. Donc, je vais faire la liste de toutes les hypothèses et de tous les arguments pour me faire un avis. Mais comme dit tout à l'heure, quand c'est une hypothèse, c'est pas une certitude, donc toutes les hypothèses sont possibles, donc tout est exprimable. Un petit corollaire, c'est pas parce que c'est hypothétique que c'est valable. On ne sait pas comment on a fait la grande pyramide. On ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas des gens avec une technologie qui sont intervenus. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre ça sur le même pied que c'est Khéops et ses ouvriers qui l'ont fait. Il y a une hiérarchisation à faire, hiérarchisation qui va varier en fonction des connaissances que l'on va développer. Par exemple, je prends un exemple, je sais pas, un peu provocateur. On sort de l'école, on croit dans le système, on croit tout ce qu'on entend au premier degré. L'idée qu'il y ait des extraterrestres est inimaginable. Le jour où on découvre des lectures sur les Anunnaki et sur les Elohim, on se dit, ah ben, c'est peut-être pas aussi absurde que ça. Mais c'est pas parce que c'est aussi absurde qu'on va dire, ben, qu'on va faire le lien. C'est l'un ou l'autre. Mais on va faire une liste. De la même manière, pour représenter l'histoire des hypothèses, il y a un Tibétain qui vous demande de vous expliquer la politique française. Si vous lui donnez la liste de tous les partis politiques, il va les mettre tous sur le même pied d'égalité. Voire pire, comme il ne connaît pas notre alphabet, il va penser que le parti animalier doit être le plus important parce que c'est celui qui est en haut de la liste. Quand on fait des hypothèses, elles sont toutes possibles, il faut être le plus exhaustif possible, et puis il faut leur donner une importance relative. Je défends plein de thèses qui ne se font pas dans le consensus archéologique, mais tout le consensus archéologique est assez haut dans la liste des probabilités. Par exemple, par rapport à l'hypothèse des extraterrestres, qui n'est de loin pas celle que je préfère. Je vous propose comme définition de la connaissance l'ensemble des certitudes, savoir et croyances, et des hypothèses auxquelles on a accès. Accès, si c'est au niveau individuel, est-ce qu'il y a des barrages inconscients, par exemple? Au niveau de l'instruction, est-ce qu'on a accès aux informations? Et au niveau de la certitude, pareil, à quel point au niveau de la société, pareil, à quel point est-ce qu'on peut se voler la face par des mécanismes similaires ou différents? Le problème, c'est que l'incertitude, ça fait peur. L'homme a besoin des certitudes dans un monde qui n'en contient pratiquement pas. Si ce n'est le fait qu'on va mourir, et c'est la seule certitude que l'on aimerait bien ne pas avoir. Moi, étant psy, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose de poser cette question à un psy, parce que je ne suis ni psychologue, ni anthropologue, ni historien, etc. Donc je vais parler en termes d'anxiété et d'énergie consommée. Si vous ne croyez pas que l'âme psy existe, vous allez penser en des termes neurobiologiques. L'incertitude consomme beaucoup plus de glucose. Et ça, le corps, le cerveau, il n'aime pas. Donc, c'est une des raisons biologiques, si vous avez besoin de cette explication, pour justifier comment naissent des croyances. Petit guide de fuite de l'incertitude pour les nuls.
Oui, parce que si on fait des hypothèses, tout est possible, ça peut être insupportable. Comment passer au-dessus de cela? On va développer des choses comme l'ultracrépidarianisme, à savoir la capacité de se persuader qu'on en sait beaucoup plus qu'en réalité. Quand je parlais d'histoire de sandales tout à l'heure, c'est ça. Il y a un peintre qui est en train de faire son œuvre, il y a le marchand de sandales qui passe, il dit « Oui, non, mais là, vous n'avez pas dessiné comme il faut. »« Ah oui, ouais, merci. » Et paf, il corrige le schéma de sa sandale. Le marchand, il est tout content, il prend conscience. « Ouais, et puis la toge, là. » Puis il y a le peintre qui lui répond « Eh oh pas plus haut que la sandale, hein, le cordonnier. » Toute la phrase en latin, je ne l'ai pas retrouvée, je la connais pas par cœur, mais ça commence par ultra, crépi, etc. Ça donnait le mot ultra-crépidarianisme, qui est cette tendance que l'on a de se persuader qu'on sait les choses mieux que tout le monde, qu'on se surévalue. Il y a aussi des études psychologiques que je pourrais citer, mais ça surchargerait le discours. Je vous renvoie à Hypnomachie, c'est Bhaskar qui en parle beaucoup, justement. C'est la ligne d'en dessous, l'hypnomachie. Alors, vous faites des milliers d'actes et de comportements par jour, vous êtes conscient de moins de 0,25% d'entre eux. On réagit de manière automatique, c'est ce qu'on appelle l'hypnomachie. Je vous renvoie à la chaîne du même nom pour développer un petit peu cela. Ici, on parle surtout du conscient et un peu de l'inconscient, donc je suis en train de vous faire une conférence sur 0,25% de votre temps d'éveil. Tout le reste, c'est de l'automatisme. La légitimité, c'est aussi un moyen que les sociétés ont trouvé pour se persuader d'être dans le vrai par rapport à ce délire commun qui nous unit. La croyance commune, c'est ce délire commun. Et le biais de confirmation, c'est un biais cognitif très important qui va nous conforter dans nos croyances et nous conforter dans le fait qu'on croit que ce sont des certitudes, donc des savoirs. J'ai un très bel exemple qui me permet de parler un petit peu du travail de Quentin. Alors, on va faire des visites sur les sites néolithiques, notamment parce qu'il y en a ici. Et Quentin a beaucoup travaillé sur, comment appeler ça, la géométrie sacrée chez les mégalithes. Est-ce qu'on va retrouver des formes... par exemple, des doubles carrés, des triples carrés, des angles significatifs comme la diagonale d'un double ou d'un triple carré entre deux pierres séparées de plusieurs kilomètres par rapport à l'axe est-ouest ou des choses comme ça. C'est le genre de choses que Quentin et Howard Crowhurst, qui l'a inspiré, essayent de mettre en évidence. Et la question est de savoir est-ce que c'est du hasard ou pas. Et le hasard se calcule. Donc il y a un copain, Pierre-Alexandre, qu'on salue, salut Père, qui devait venir faire une présentation aujourd'hui, et qui n'a pas pu venir, qui a fait, il est informaticien, il fait des maths, et il a fait tout le modèle de calcul pour savoir si l'hypothèse de Quentin était vraie ou hasardeuse. Donc ils ont sélectionné un nombre de pierres sur un territoire suffisamment large. Il y a certaines pierres qui ont été exclues de l'étude, Quentin explique pourquoi dans le protocole, et le programme, l'application développée par Pierre-Alexandre, démontre que, oui, l'hypothèse, c'est pas du hasard. Je répète ce que j'ai dit. L'application, les calculs ont montré que c'était pas du hasard. Est-ce qu'il y a une erreur humaine dedans? Je suis pas en train de vous affirmer que c'est vrai. C'est, au vu des travaux qu'on a refaits, ça a l'air d'être vrai. Puis, dans les commentaires, quelqu'un de très critique par rapport à l'archéologie alternative va dire « Ouais, mais c'est n'importe quoi, j'ai regardé, il y a 110 pierres, il y en a 10 que t'as pas prises, et si on compte cette pierre-là, etc., on voit ça change toutes les statistiques, donc c'est faux, donc c'est du biais, c'est n'importe quoi. » La ligne qui m'intéresse pour le biais de confirmation, c'est la ligne d'en dessous. Une tierce personne qui vient. Ah ouais, merci professeur d'avoir expliqué ça. Je me posais des questions, ça me semblait bizarre, mais ouais, je savais que c'était de la connerie. Première explication qui va le renforcer sur le gars. J'exagère peut-être, mais il paniquait quelque part. Il croyait dans l'histoire, dans l'archéologie, etc. Il se méfiait de l'archéologie alternative. Il y a un truc mathématique qui lui démontre qu'une théorie d'archéologie alternative est vraie. Il s'est rué sur le premier qui disait que c'était faux. Et puis il a quitté la conformation. Ligne d'en dessous, c'est Quentin qui répond « Oui, mais cette pierre-là dont tu parles, on sait qu'elle a été déplacée à telle époque, on a les documents, mais on ne sait pas exactement où elle était. Donc je ne pouvais pas la rentrer. Voilà. » Le biais de confirmation, c'est une porte de sortie que va créer
votre intellect pour éviter d'être confronté à quelque chose qui remet une croyance que vous avez profondément en vous. Le problème, c'est que si les croyances que l'on a en nous, qu'on croit être des certitudes, s'effondrent, on est dans un état de fragilité important. Légitimité, elle est dépendante de l'auditeur. Je me présente comme psychiatre parce que c'est la légitimité que mon éditeur me donnait. Ah, il a des connaissances, il a un diplôme, donc les gens vont acheter son bouquin parce que ça justifie, etc. Et on me prête toute une série de connaissances parce que la psy, c'est flou. Du coup, voilà, c'est très relatif, mais ça vient de l'extérieur. Les choses n'ont qu'à l'importance qu'on lui donne, et lui, comme éditeur dans un monde social, etc., il donnait beaucoup d'importance à mon diplôme en termes de crédibilité pour vendre, entre guillemets, des idées qui sortent du consensus commun. Si cette légitimité est offerte, elle peut aussi être retirée, et c'est par le système de croyance. Par exemple, le diplôme, un poste à responsabilité, être élu, être riche. Dans notre société, un des biais, c'est société néolibérale. Si vous êtes riche, c'est que vous êtes plus tout que les autres. Ce qui fait qu'on va accorder beaucoup de légitimité à un informaticien, certes très intelligent, qui a fait fortune, pour nous expliquer ce que c'est qu'un vaccin, si c'est nécessaire ou pas pour nous. Ce qui est complètement absurde. Mais il est riche, et dans notre idéologie, dans notre délire, on lui accorde de l'importance. Cette légitimité peut être violemment retirée. Exemple, Platon, c'est dans le top 10 des penseurs occidentaux. Je veux dire, 1000 ans de notre histoire se sont construits sur la pensée de Platon. Bon, ça s'est passé en 2 fois, c'est pareil pour Socrate, etc. Mais j'ai pas d'exemple avec Socrate. Tout ce qu'il dit, c'est génial, faut y réfléchir, etc. Mais quand il parle d'Atlantide, non, là il s'est gouré, là il était sénile, là c'est n'importe quoi. Le gars on lui doit 1000 ans de notre pensée, il dit, je vous assure que c'est vrai, il en parle dans 2 bouquins, mais ça nous est impossible, ça doit être de la connerie. La légitimité est donnée par le système qui défend ses propres idéologies, donc son propre délire. Einstein, pareil. Je reviens un peu sur le film La Révélation des pyramides. Un des trucs les plus polémiques, et c'est pas la partie que je défends de loin le plus, c'est l'équateur penché. Il y a des origines, dans les années 50, il y a un gars qui s'appelle Abgood, qui a écrit un bouquin qui faisait l'hypothèse qu'à cause du poids de la glace pendant la période de glaciation, l'écorce terrestre ce qui explique le fait qu'il y ait un alignement de tous les sites ou pas. La préface du bouquin, c'est Einstein. Vous le saviez? Non. Non, il était vieux, il était sénile, on ne va pas parler de ça, hein. On a tous le droit de dire des conneries. Alors, je ne vous dis pas que Platon avait raison avec l'Atlantide, je ne vous dis pas qu'Einstein avait raison de défendre Abgood. Ce que je vous dis, c'est que c'est inconcevable, malgré la légitimité énorme. Platon, on ne peut pas être plus légitime. Einstein, on ne peut pas être plus légitime. Malgré cela, si c'est inaudible, la légitimité de la personne est retirée. Un autre exemple, Raoult. J'ai jamais prescrit d'hydroxychloroquine de ma vie, mais c'est Lionel Messi et Ronaldo de l'infectiologie réunis. Actuels, maintenant, vivants en fin de carrière, le plus haut niveau de connaissance, on préfère écouter un urologue qui vient causer sur BFM. Alors je dis pas que l'urologue a tort, je dis pas que Raoult a raison, je dis que ça rentre en conflit avec quelque chose qui est de l'ordre du délire qui nous réunit et qu'on ne peut pas remettre en question, c'est primitif, c'est primaire, parce que sinon, on a le fantasme que toute la société va exploser. Donc on rejette. Hérétique au bûcher. Hérétique au bûcher, c'est historique, scientifique, l'expérience de Milgram. Je viens, je mets un tablier blanc, vous êtes d'accord que je vous paye 5 € pour faire avancer la science, merci. Je voudrais que vous envoyiez des décharges électriques à ce monsieur-là chaque fois qu'il se trompe, c'est pour la mémoire, vous êtes d'accord? Oui, docteur, je suis d'accord, parfait, allez-y. Bon, c'est une étude très contestée. Et là, je vous ai raconté les 30 premières secondes. Et à partir du moment où quelqu'un accepte d'envoyer des décharges électriques, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, l'expérience, elle est réussie. Une source d'autorité à qui on donne de la légitimité vous fait faire n'importe quoi. Avant que vous ne réfléchissiez au fait que vous êtes en train de tuer, peut-être, ou torturer en tout cas la personne en face. Maintenant, c'est l'effet tablier blanc. À une autre époque, c'était d'autres toges, d'autres couleurs, par exemple. Un autre exemple, je vous ai parlé Platon, Einstein, Raoult, Davidovits. On verra pourquoi quelqu'un qui n'est pas archéologue ou qui n'est pas dans le milieu va avoir tendance à devoir fermer sa gueule. Davidovits, il a les 2 pieds dans le milieu, c'est un gars qui a, en lisant des hiéroglyphes, la stèle de la famine, découvert que l'on pouvait recréer des pierres à partir de la poussière de pierre, etc.
C'est génial, ça explique comment on se retrouve, comme sur le temple de la vallée, avec une pierre de 3 mètres de profondeur, 5 mètres de haut, 20 mètres de large, un truc qui fait, je sais pas, 40 tonnes, 50 tonnes, qui est au-dessus de la porte. Il a fallu soulever, et qui était caché derrière du truc de granit. Donc c'était même pas pour se la péter, vous avez vu, on a bougé une pierre de 50 tonnes. Je me rappelle plus des chiffres, hein, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est irréalisable. Tandis qu'avec, si c'est du ciment, bah oui, on comprend. On comprend qu'ils aient fait un truc aussi grand, et on comprend que c'était caché. Je veux dire, on va pas mettre le ciment en avant, n'importe qui peut en faire, par exemple. Ouais, je vous ai mis un petit peu la définition de géopolymère, là. Un nexus, c'est quoi? C'est cette tâche aveugle, c'est ce moment où on est confronté à notre délire social et on ne peut pas le voir. Ce qui fait qu'on va rejeter celui qui nous montre ce sein que l'on ne saurait voir. Vous dites, je pense que nous nous trompons peut-être sur l'origine des pyramides, l'autre entend, on nous ment. De la même manière, la réalité, c'est l'occasion fait le larron. Le complotisme, c'est ou le complot en tout cas, c'est un plat qui se mange froid. Donc on n'est pas dans les mêmes logiques et on va changer la logique qu'on va attribuer à l'autre. On est projectif. Tu me fais remarquer un fait, ça me fait poser une question évidente, mais cette question, je vais t'attribuer la conclusion potentielle qui n'est pas entendable. Tu remets en question la durée de construction de la Grande Pyramide, donc tu crois aux extraterrestres. C'est un raccourci, mais qui est quelque part humainement salvateur. Réflexer, on va en parler juste après, je vous dis pas ce que c'est le C, c'est fait exprès. Dissonance cognitive et expérience de H, c'est ASH. C'est la démonstration scientifique un petit peu de ce que je viens de vous expliquer. Quand on est confronté à un nexus, on doit se mentir à soi-même, sinon ça explose. On doit se mentir à soi-même si l'angoisse que cela crée est insurmontable. Sinon on réfléchit, on change son présupposé. L'expérience de H, c'est il y a 20 personnes dans un auditoire, on leur monte 3 barres. Une petite, une moyenne, une grande. On demande à tout le monde laquelle est la plus grande. Évidemment, les 19 premiers sont de mèche, vont dire c'est la moyenne. Et la personne qui est étudiée, c'est la 20e. Dans 80% des cas, la 20e personne va dire la même chose que les autres. Dans la majorité des cas, quand on leur demande après, on les fait revenir, pourquoi vous avez dit ça? Je vais pas me battre pour la longueur d'une barre. Mais il se fait, c'est là où c'est intéressant, que 20% des 80% se sont auto-hypnotisés pour s'être persuadés, parce que c'est un réflexe, leur survie en dépend. Sinon, je suis exclu du groupe. Et comme on est tous interdépendants, si je suis exclu du groupe, je suis mort. Donc, ils se sont persuadés, et il n'y a pas de marche arrière possible, ou en tout cas, c'est très lent. C'est un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive. Alors, imaginez dans une société totalitaire où on passerait en permanence sur les chaînes d'information continue, la barre moyenne est la plus grande. Les 20%, donc là, je parlais, l'expérience, elle a duré 20 minutes. Donc sur 20 minutes, on est parvenu à bloquer la pensée de 20% des 80% qui ont dit la même chose que les autres pendant des mois. Imaginez dans un état totalitaire, on répète la même chose sur les chaînes d'infos comme ça pendant des mois, les dégâts que ça peut faire. Parce que les gens s'auto-persuadent et c'est hérétique au bûcher. On va vers la guerre civile. Le totalitarisme, c'est pas bien. Je fais de la politique, moi. Quel médecin engagé. Société et idéologie, pour faire société, il faut une idéologie commune, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idéologie est une idéalisation de la réalité. Par exemple, si matérialisme, je vous l'ai déjà raconté. Un réel idéalisé n'est pas le réel, donc c'est délirant. Une société, donc un groupe de schizophrènes qui partagent le même délire. Il faut préserver le délire pour préserver la société, donc les conflits mimétiques. On revient sur René Girard. Hérétique au bûcher, espèce de superstitieux, etc. Bouc émissaire, on le met sur le bûcher, on rejette. Et si on regrette de l'avoir mis sur le bûcher, parfois on peut en faire une religion et le sacraliser, etc. Les complotistes d'aujourd'hui sont les martyrs, les saints et les prophètes de demain. Consensus scientifique, ça c'est très joli aussi. La science n'offre aucune certitude, aucune vérité. Je m'explique. Est élevée au niveau de loi la meilleure explication possible d'un phénomène, jusqu'à ce qu'une meilleure explication soit trouvée. Donc, quelle que soit la loi à laquelle vous vous référez, elle n'est que temporaire. Si c'est temporaire, c'est hypothétique. Si c'est hypothétique, la science n'offre qu'un savoir. Évidemment, la réalité est un petit peu plus complexe, mais toutes les lois sont contestées. La constante de la gravité, vous allez sur Internet, vous allez trouver des gens qui la contestent. Je ne vous dis pas qu'ils ont raison.
Tout fait scientifique est contesté. La science, c'est l'art du doute. Donc on ne peut pas se mettre d'accord parce qu'on va toujours douter de tout. Consensus et scientifique, c'est antinomique. Ça ne peut pas aller ensemble, pourtant ça existe. Mais si le consensus n'est pas scientifique, il est sur quoi? Cette idéologie. Un consensus scientifique n'est pas la meilleure explication scientifique expliquant un phénomène. Un consensus scientifique rapporte la meilleure explication scientifique expliquant un phénomène sans remettre en question le délire qui nous unit. Pour une majorité de gens. Pour la majorité des gens qui expriment ce consensus. Donc, à chaque fois que vous entendez le mot consensus scientifique, maintenant, vous savez que la seule utilité que ça vous apporte, c'est le miroir que cela donne sur la vie des gens qui expriment ce consensus ou sur les autorités qui s'en revendiquent. Ce qu'il y a quand même, il ne faut pas se cacher, heureusement qu'il y a ce consensus pour pouvoir avancer. Sinon, on ne ferait jamais rien, on remettrait tout en doute, etc. Le blanc, le noir n'existe pas, tout est entre les deux. C'est d'ailleurs le message que je vous propose pour l'instant. Alors tout à l'heure, je parlais, ça a été une des grandes blessures de Patrice quand il est arrivé avec la révélation des pyramides. Il était tout content parce qu'il pensait que les archéologues, les égyptologues seraient heureux de découvrir son travail. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout et ça a été très violemment vécu par lui au début. Il ne s'attendait pas à tomber là-dedans. Pourquoi? S'il y a un biais que j'appelle le biais de territorialité. Bon, là, je dois galoper pour terminer dans les temps. Normalement, j'ai prévu pour chaque chose de faire un parallèle médical, psychiatrique, historique, archéologique, et que ça pour vous montrer que je ne prends ni les historiens, ni les archéologues pour les imbéciles, ni les médecins. Non, ce que je prends pour un imbécile, c'est l'homme. L'homme est un imbécile potentiel. Et à partir du moment où on s'en rend compte, on peut changer d'avis, que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et voilà, on s'émancipe, on part vers l'éveil, dont on va parler un petit peu plus tard. Biais de territorialité, c'est lequel? C'est l'effet beefsteak. Il y a des gens qui font des études, quel que soit le domaine, pendant des années. On a du mal à décrocher une place qui est mal payée pour travailler dans un musée ou dans un hôpital, etc. Puis paf, il y a quelqu'un qui vient, qui va raconter quelque chose qui n'a rien à voir ou qui est complètement antinomique à ce qu'on a passé des années à étudier. Et à la limite, il va se faire plus de pognon que nous là-dedans. Donc il y a déjà une notion de frustration. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de la loi de Smith sur les pyramides tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Deuxième problème, on s'attaque à la raison d'être. Je veux dire, si on décide de passer toute sa vie, il y a le temps des études, mais il y a ce qu'on investit dedans, dans un domaine, l'histoire, l'archéologie, la médecine, etc. Qu'il y a quelqu'un qui vient en disant « je fais du magnétisme, je fais de l'herboristerie, etc. » On a envie de dire « écoute, ta gueule. J'ai passé 10 ans à étudier, ta gueule. » C'est pareil quand on passe son temps à quatre pattes pendant 20 ans à creuser le site de Gizeh, puis il y a un gars qui débarque et va dire « c'est les extraterrestres. » On n'a pas envie de discuter, mais qui est compréhensible par cette frustration. En plus, paf, on va trouver un archéologue qui est d'accord avec nous, un égyptologue qui est d'accord avec nous, et on va l'amener dans l'aventure de essayer de répondre à nos questions qu'on a sur la Grande Pyramide. Le gars il va se faire rejeter par son système, conférer ce que j'ai dit tout à l'heure sur la légitimité. La dissonance citoyenne idéologique. Je vous ai expliqué avec l'expérience de H ce que c'est que la dissonance cognitive. La dissonance citoyenne, c'est assez génial, c'est un concept, c'est Idriss Aberkan qui l'a développé, pour dire, voilà, si on est dépendant du système, on va rentrer dans ce processus de dissonance cognitive et protéger, par exemple, si pour une raison ou une autre, on pense on arrive au constat que nos dirigeants, par exemple, sont incompétents. Si c'est inconcevable, on va développer cette dissonance cognitive spécifique dans ces situations-là, ce que Aberkan appelle citoyenne. Il faudrait que je développe, mais je vois qu'il me reste déjà que 10 minutes, donc je rentrerai plus dans les détails une autre fois. Alors, biais constitutif, oui, il y a des erreurs que l'on ne peut pas imputer au délire, mais simplement au réel. Par exemple, un psy ne peut travailler qu'avec ce que le patient lui dit. Le patient peut mentir, donc ça va biaiser, retarder le travail. Un historien ne peut travailler que s'il y a des textes. On parle des grandes pyramides, pour info, il y a 6 papyrus connus sur une période de 500 ans, 600 ans. Il y a aussi les textes gravés dans la pierre, les textes des pyramides, vous allez me dire, mais c'est déjà la fin de l'Ancien Empire. Donc
l'historien a peu de choses à dire sur cette période. Ou alors, ils vont commenter à partir de commentaires postérieurs, comme celui d'Hérodote. Mais il y a déjà, entre Hérodote et les grandes pyramides, 1000-1500 ans. De mémoire, je peux dire une bêtise. De la même manière, un archéologue a besoin de vestiges. Prenons l'exemple, puisqu'on parle des pyramides. L'historien n'a pas de texte, va se dire « Ah bah tiens, Hérodote me dit il y a 100 000 ou 200 000 esclaves ». Donc on va travailler sur l'hypothèse qu'il y a 100 000 ou 200 000 esclaves qui ont fait ça. De un, la politique a changé, donc la notion d'esclavagisme a évolué pour des raisons politiques et idéologiques et aussi renforcée par des constats archéologiques. Maintenant, on a les archéologues qui n'avaient rien, étaient obligés de croire les historiens qui croyaient Hérodote parce qu'ils n'avaient pas d'éléments. Marc Lehner a découvert le chantier, le village des ouvriers, qui peut compter 2000 personnes, donc pour l'archéologie, ça a été fait avec 2000 personnes. Parce qu'ils n'ont pas d'autres éléments, ils peuvent faire des hypothèses, mais il n'y a pas de certitude. Et si on regarde le site de Gizeh, à l'époque de Khéops, si le consensus égyptologique est vrai, ils travaillaient sur la pyramide, et tout le reste, où il y a la pyramide de Képhren, de Mykérinos, les mastabas des deux époques, le temple de la vallée, le 5, etc., n'existait pas. Donc à cette zone-là, on pouvait mettre peut-être 10 000 ou 50 000 ouvriers. On nous dit, dans ce village découvert, ils étaient très bien traités, ils mangeaient de la viande, mangeaient du poisson, etc. Ok, mais si c'était le mess des ouvriers, ouais, c'est les 2000, entre guillemets, hauts gradés du bâtiment, mais tous les autres. Et ça, c'est un biais, on ne peut pas en vouloir à l'archéologie, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils trouvent. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et c'est là où il y a une marge de progrès à faire, dans reconnaître que si c'est hypothétique, on peut tout inventer. On peut tout imaginer. Ouais, les contraintes politiques dans les biais, pour parler toujours d'Égypte, les Hyksos ont été deux dynasties de pharaons extrêmement traumatisantes pour le peuple kémète, les Khem, les Égyptiens antiques, parce que c'est les premiers étrangers qui ont dominé le truc. Il y a plein de mystères, plein de questions, etc. Ce dont je veux vous parler spécifiquement, c'est que au milieu du XXe siècle, il y a beaucoup de trucs au milieu du XXe siècle finalement. Je crois que ça devait être avant la guerre pour des raisons idéologiques. Il y a des archéologues chinois qui développaient une thèse comme quoi les Hyksos ont fui en Chine parce que on retrouvait les mêmes techniques au niveau des chars militaires et il y avait toute une série d'objets qui renvoyaient un certain savoir-faire qui semblait être commun. Je vous dis pas que c'était vrai. Ils étaient en train de développer cette thèse-là. Mais ils ont été coupés, ça a été interdit parce que la Chine est devenue communiste et il ne s'agissait pas de faire intervenir d'autres peuplades alors que on veut s'isoler et se placer supérieurement idéologiquement par rapport au reste du monde. Alors la pensée, on ne sait pas ce que c'est. Je vous renvoie à Henri Guillemont si vous voulez creuser ça. Je voulais vous développer la notion d'Agartha, mais j'ai pas le temps. Du coup, comme on ne sait pas ce que c'est la pensée, je voulais l'analyser en termes de comportement. La prochaine fois, je vous en parlerai. Le contexte, oui. Ça va dans la définition du comportement, a beaucoup d'importance, mais on y reviendra une autre fois. Qu'est-ce que le complotisme? Indéfinissable, et pourtant je suis parvenu à le définir. C'est un concept dont je suis content, je vais vous expliquer pourquoi. Voici la définition que je vous propose. Est qualifié de complotiste, ou de tout terme assimilé dans le contexte, bourgeois sous Staline, hérétique, etc. Est qualifié de complotiste toute personne dont les idées, les pensées ou les actes mettent en péril les certitudes conscientes ou pas de son accusateur. Savoir que quelqu'un traite quelqu'un d'autre de complotiste ne vous dira pas qui a raison, ou si tous les deux ont tort, ou qui a plus tort ou moins tort, etc. La seule chose que ça vous dit, c'est que psychologiquement, socialement parlant, celui qui accuse de complotiste est confronté à son nexus. Si je fais au plus simple, c'est compréhensible, dit comme ça. Donc l'accusation de complotisme nous en apprend que sur l'idéologie et les nexus de son accusateur. Même si l'accusateur a raison. E est égal à MC2, tu sais pas le démontrer, c'est une croyance, pourtant c'est vrai. Du coup, moi je parle de réflexe complosophiste, c'est-à-dire traiter l'autre de complotiste. C'est un réflexe psychologique vu qu'on est confronté à nos propres faiblesses qui va mener à des anathèmes. Parce que le but est d'exclure. Hérétique au bûcher, traiter quelqu'un de complotiste maintenant, c'est symboliquement le mettre sur le bûcher, c'est le tuer socialement.
Et quand on est tué socialement, on est tout seul. Quand on est tout seul, on est mort. Vu qu'on est des mammifères sociaux. Réflexe complosophiste, il faut sauver nos illusions. Je voulais vous faire tout un parallèle avec Toth et vous introduire une vidéo à critiquer. Nous n'en aurons pas le temps, mais ça fera un chouette sujet pour la prochaine journée philosophique. Alors, archéologie interdite entre éveil et conspirationnisme. Qu'est-ce que l'éveil? Je vous propose, vu que tout le monde va se dire « Mais non, c'est moi dans l'éveil, c'est l'autre le con, conflit mimétique, René Girard, etc. » comme dit tout à l'heure. Heureux les simples d'esprit, heureux les enfants. Si les complosophistes sont des enfants... Mais si le Père Noël existe, mes parents ont dit que, et mon père il sait tout. Les éveillés sont des adolescents. Si vous étiez des enfants, c'est bien d'être des adolescents, mais ce n'est qu'une étape. Parce que l'adolescence, c'est la révolte, c'est l'opposition, c'est le règne de l'émotion. L'émotion est mauvaise conseillère. On l'a pas vu dans ce que c'est qu'un comportement. Mais il faut continuer à évoluer, sinon... On revient sur Poincaré, on passe de tout croire, ce que nous disent les parents, à ne rien croire parce qu'on rejette tout, ou on va sauter sur une autre connaissance qui permet de rentrer dans l'opposition par rapport à nos parents, la Terre plate par exemple. Alors, si vous êtes des ados, c'est bien, vous n'êtes plus des enfants, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si c'est un processus d'émancipation, c'est bien. Si c'est pour changer de croyance, c'est dangereux. Donc ne restez pas des adolescents, je vous conseille d'arriver dans le réveil, c'est-à-dire d'acquérir assez de sagesse que pour savoir que nos parents ou dans notre société, les systèmes référentiels, les représentants, le médecin, l'archéologue, l'égyptologue, etc., se trompent certainement, peuvent être malhonnêtes certainement, mais on est liés dans une famille, on s'aime symboliquement aussi dans une société, et quelles que soient les erreurs ou les croyances, il y a quand même énormément de connaissances chez nos parents ou les structures assimilées. Donc on va rester en lien et garder beaucoup de respect. Et de la même manière, on va, quand on est adulte, pas aller dire à un enfant « mais le Père Noël n'existe pas ». Non, on va le préserver. Donc c'est une prise de conscience de l'imperfection du système qui ne mène pas à son rejet. Il y a quelque chose de très introspectif, oui. Moi, je vous donne des outils. Le réflexe complosophiste. La prochaine fois que quelqu'un va vous traiter de complotiste parce que vous parlez de pyramide, vous allez lui répondre « et toi, t'es dans le réflexe complosophiste, donc en fait, c'est que t'es pas assez évolué. » Là, on rentre dans le conflit mimétique. C'est un argument contre un argument, personne ne se met d'accord. Et on s'envoie symboliquement tous au bûcher. Maintenant, moi, ce que je veux vous apprendre, c'est d'être dans le réveil après l'éveil. Donc, tout ce que je vous ai expliqué là, tout ce que ça vous apprend, c'est sur vous-même. Connaissez-vous vous-même? On revient sur les Grecs qui ont tout appris en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'un discours intellectuellement honnête? Ça consiste à mettre au mieux des informations dont on a conscience des limites aux autres, d'où le fait, je ne commence pas par « il était une fois », mais si je me rappelle bien ce que je crois avoir compris, il faudrait que je développe chaque terme, mais on n'a pas le temps, je pense que vous pouvez y arriver vous-même. Quelques conseils, comment réagir là-dedans avec sagesse. Pour moi, la personne la plus sage que je connaisse, dont je connaisse la pensée et que j'aime bien, c'est Platon. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. On ne sait pas différencier vraiment nos croyances de nos connaissances ou de nos savoirs. Donc, je vous propose, comme outil, de vous dire, pour tous les sujets, déjà, si et seulement s'ils m'intéressent. Si les pyramides ne vous intéressent pas, ne vous forcez pas, parce que c'est seulement que vous allez envoyer chier les gens qui vous en parlent. Le monde est vaste, il y a plein de choses passionnantes. Si quelque chose ne vous passionne pas, ne vous l'infligez pas. Par contre, ayez l'honnêteté de dire je ne sais pas, mais ça m'intéresse peu. Pas être dans l'ultra-crépidarianisme et dire je sais tout, j'ai compris, ce que tu penses, c'est de la connerie. Et puis, si ça vous intéresse, comme la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, ou en tout cas une goutte de savoir sur un océan de connaissances, l'autre a une goutte aussi, et sa goutte contient peut-être des choses que la mienne ne contient pas. Écoutez tout le monde. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Si je ne sais rien, l'autre ne sait rien non plus. Ne croyez personne. Donc faites-vous votre propre avis, et comme vous n'êtes pas des imbéciles, soyez prêts à faire évoluer votre avis tout au long de votre vie. Ne dites plus « je sais mais je crois savoir »,« je crois » tout au moins sans acte de foi. Préférez dire « je pense, j'estime », mais par définition, cela implique que le débat restera ouvert.
Ça, c'est par rapport à Internet, on peut en parler une autre fois. Quelques outils, on en parlera une autre fois. Et voilà, une série d'exemples de choses dont on pourrait parler de nombreuses autres fois. Et je vous remercie.